Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. On est de nouveau dans une nouvelle vidéo où on va parler d'un nouveau livre. Il s'agit de ce livre-là, le petit livre rouge de la vente de Jeffrey Gitomer. Alors c'est un excellent livre, hein. J'ai adoré le livre. Alors maintenant, par contre, ce que je dirais, c'est que c'est un livre qui est fait plutôt pour les gens qui font de la vente directe, physique, et non de la vente par Internet. Bon, il y a des choses qui s'adaptent. Bon, après, c'est un gars qui a un certain âge, et donc à l'époque, forcément, quand il a commencé, il faisait pas de la vente comme nous, on le fait actuellement, plutôt chercher à vendre sur Internet parce que voilà, c'est plus utile, c'est plus pratique. Et forcément, voilà quoi. Bon, après, il y a toujours des gens qui vendent en physique, mais en général, le physique, on le fait généralement par la suite quand on a déjà réussi Internet et pas l'inverse actuellement, hein. Bon, maintenant, on va un peu parler de ce livre. On va voir les fameux principes qu'il a. Il dit qu'il a 12,5 principes pour atteindre l'excellence. Alors, je peux vous dire que le livre est vraiment excellent. Encore, il faut-il arriver à avoir bien la mémoire de ce qu'il avait dit. Tout, c'est un livre vraiment à relire, à étudier à fond et à mettre en pratique. C'est un livre que je vais donc relire à un moment ou à un autre parce qu'en général je prends des notes, mais c'est pas facile non plus d'arriver à se remettre dedans. Pourquoi j'avais pris cette note, etc. Qu'est-ce que j'ai pas noté que j'aurais dû noter, parce que avec le temps notre esprit il change et on voit les choses en fait différemment. Moi je sais qu'il y a des gens qui relisent les mêmes livres depuis 10 ou 15 ans et ils lisent toujours les mêmes livres et ils s'arrêtent pas parce qu'effectivement avec le temps, on change d'état d'esprit et on comprend mieux la vision de la personne à force de le relire. Bon, allez, c'est parti. Alors, la première chose qu'on va lire, c'est une phrase qu'il a dit. S'il vous aime et s'il vous croit et s'il ne mente pas, s'ils ne mettent pas vos paroles en doute et s'ils vous font confiance, alors ils achèteront peut-être. Donc là, je vais le dire correctement, hein, j'étais pas dedans. S'ils vous aiment et s'ils vous croient et s'ils ne mettent pas votre parole en doute et s'ils vous font confiance, alors ils achèteront peut-être. Donc en fait, il faut comprendre ça et c'est un des plus grands secrets de la vente, c'est en fait, il faut savoir que vous vendre vous. Si la personne vous croit pas, vous aime pas, vous met vos paroles en doute, qui vous font pas confiance, etc., eh ben vous n'allez pas vendre. Même si votre produit est meilleur que concurrent ou autre, ils vous achèteront jamais. Et ça, c'est un des plus grands secrets en fait de la vente. Et c'est pour ça qu'il y a un autre livre qui s'appelle Comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est aussi un vendeur. Un vendeur qui n'est plus de notre époque, qui était né, je sais plus quand exactement, mais lui aussi, il mettait en avant comment se faire des amis parce que il faut la vente, c'est il faut que la personne vous apprécie pour qu'elle vous achète. Si elle vous aime pas, vous achète pas, hein. C'est comme ça. Donc ça, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est savoir vous vendre. Donc c'est vous qui êtes important et aussi pourquoi après ils vont acheter, hein. Donc répondre à un besoin. Alors après, le premier truc que j'avais noté, c'est pourquoi achètent-ils? La réponse que tout vendeur doit connaître. Pourquoi les gens achètent-ils est une question 1000 fois plus importante que cette autre. Comment faire pour vendre? À vrai dire, elle l'est 1 million de fois, ou plutôt 1 milliard de fois. Vous avez saisi? Et c'est tout à fait juste. Pourquoi les gens achètent-ils et pas pour comment faire pour vendre un truc X ou Y. Le problème, si vous essayez de vendre un produit et que ça ne correspond pas à un besoin, vous allez avoir du mal à le vendre, vraiment beaucoup de mal à vendre. Et alors, c'est pourquoi ils achètent-ils? C'est si vous savez pourquoi ils veulent acheter ce truc-là, eh ben, vous allez réussir à le vendre. Et ça correspond toujours en fait aux besoins en fait, hein. Il ne faut pas chercher midi 14 heures. Il faut vous concentrer sur le besoin et non sur vendre. Ok, alors qu'est-ce que j'ai noté là? Alors ça, je crois que c'était en rapport avec les principes, avec les histoires d'oral, de faire des conférences, parce que lui, il disait de faire des conférences dans des petits trucs. C'était possible de faire dans des petites associations, d'être mis en scène, et ça, c'est effectivement très intelligent de sa part de dire ça, parce que ouais, on pense qu'on peut pas, si, si, on peut.
Et alors, il parle en fait de l'enregistrement Le secret le plus étrange de Earl Nightingale. Donc, ça, c'est un truc assez connu qu'on entendait déjà, notamment par Bob Proctor, qui parle souvent de Earl Nightingale. Et alors, j'avais noté, voilà, vous devenez ce que vous pensez. Donc là, on revient sur le fait que l'état d'esprit, c'est super important. Si votre état d'esprit, le mindset, il est pas bon, ben, ça va être dur d'obtenir ce que vous voulez. Donc, il faut faire gaffe à ça, quoi. Et donc, il dit, si cette maxime est vraie, pourquoi les gens ne pensent-ils pas systématiquement réussite? Et c'est vrai que si vous voulez réussir, il faut se concentrer sur la réussite. Et je dirais même, attention, il ne faut pas uniquement le penser, hein. Il faut bien comprendre que cette histoire dit bien qu'il faut que vous ayez foi en ça et que vous mettez le sentiment. Il faut que vous ayez ce sentiment de réussite. Il ne s'agit pas juste en fait de penser. Là, il met penser, mais en réalité, c'est plus profond que ça qu'il faut aller. Il faut avoir vraiment une foi et un sentiment. La foi et le sentiment, si vous arrivez à avoir la vision, les larmes qui vous viennent aux yeux sur le truc que vous voulez, que vous pensez, si vous avez vraiment réussite en tête, tac, vous le sentez, ce ressenti de réussite et que vous avez les larmes qui vous viennent aux yeux, ben là, vous allez voir que ça va fonctionner. Par contre, si vous le dites juste, voilà, je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir, mais sans avoir vraiment cette foi, ce sentiment, bah, en fait, ça ne marchera pas. En fait, ça, faut le savoir aussi quand même. C'est vraiment, il faut que ce soit profond pour que ça le devienne, hein. Donc, c'est assez bizarre ou pas. Enfin, c'est comme ça. Alors, pourquoi j'ai noté ça? Si vous êtes un vendeur digne de ce nom, réalisez votre quota la première quinzaine du mois pour commencer à gagner de l'argent la seconde quinzaine. Ah oui, d'accord. Alors là, il explique que voilà, si on va être un vendeur, un grand vendeur, effectivement, et que vous travaillez dans une entreprise, vous avez tant et tant de quotas à vendre, et ben il dit voilà, débrouillez-vous pour vendre, avoir fait vos quotas déjà les 15 premières semaines, et que les 15 premiers jours, et que les 15 autres jours, et ben en fait, c'est là que vous allez gagner votre argent. Donc en gros, allez deux fois plus vite, hein. Si vous voulez vraiment être mis en avant. Euh, En situation de crise, vous avez tendance à forcer la vente au lieu de mettre en œuvre votre stratégie la plus accomplie. Vendre dans le but d'aider l'autre partie. Alors effectivement, hein, c'est pas en étant agressif que ça marche, en essayant de vendre à tout prix votre truc, mais dans le but de résoudre, d'aider l'autre partie, de résoudre son besoin, quoi. Ouais, c'est toujours le même truc, hein. Pour moi, il faut résoudre un besoin et non en forçant, ça marche pas. C'est pour ça que je dis tout le temps, moi, le Facebook Ad à blanc, bah, ça marchera pas parce que c'est du forcing et c'est pas comme ça que ça marche, hein. Ça marche un peu, mais ça marche pas bien et au final, vous payez beaucoup plus que ce que vous allez gagner. Donc, autant passer votre chemin et ça, vous avez des tonnes de négativité des gens et c'est très désagréable. Alors là, il revient sur, c'est nouveau une pensée, hein. Vous êtes le meilleur si vous êtes convaincu de l'être. Croyez en la personne la plus importante au monde, c'est-à-dire vous-même. Passez à la vitesse supérieure pour ne pas caler. Et là, j'avais aussi noté votre condition conditionne votre comportement. L'attitude détermine les actions. Les actions déterminent les résultats. Les résultats déterminent les modes de vie. On doit cette citation à Jim Rohn. Ah, Jim Rohn, c'est vraiment un type que j'adore. Le philosophe américain du monde des affaires. Si votre mode de vie ne vous convient pas, regardez vos résultats. Si ceci vous déçoit, examinez vos actions. Si vous n'avez pas vos actions, réfléchissez à votre attitude. Et si votre attitude ne paraît pas adaptée, repensez votre philosophie. La plupart des vendeurs commettent l'erreur fatale de commencer par le moyen terme, ils commencent par l'action. Ok. Ensuite, il dit soyez égoïste. C'est une obligation que vous devez à vous-même. L'égoïste gagne. Si vous voulez être le meilleur pour les autres, vous devez d'abord être le meilleur pour vous-même. Donc ça, c'est un truc que j'ai beaucoup de mal avec. J'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette histoire de devoir être
égoïste. Mais en fait, il faut savoir que c'est ça, hein. Les gens qui réussissent, ils sont avant tout égoïstes, hein, très égoïstes en fait. Ils n'ont pas du tout vraiment l'état d'esprit, comment dire, de faire qu'il y a tout le monde qui réussit. Tout le monde ne peut pas réussir. Et donc ils sont très égoïstes, ils regardent en fait leur intérêt. Ils aident les autres, mais dans leur but à eux en fait, en réalité. Donc ils savent qu'ils doivent régler le besoin des autres, mais c'est en fait leur propre intérêt qui cherchent à faire. Et non tout le monde, ils s'en foutent. Principe numéro 2, préparez-vous à gagner ou à perdre. Toujours prêt, la devise des scouts depuis plus de 100 ans. Que devez-vous connaître des affaires de votre prospect? Si vous vous concentrez d'entrer dans son bureau et de lui demander fournissez-moi quelques indications sur votre situation, comment évaluera-t-il votre préparation à l'entretien? Réponse, manque de préparation totale. Se préparer signifie se rendre sur le site web du client, imprimer les pages qui semblent pertinentes, les lire et prendre des notes pour être en mesure de demander des explications ou des compléments d'informations sur ce que vous ne comprenez pas, au lieu d'amorcer la conversation dans une ignorance totale. Donc, lui, il dit bien être bien préparé. D'ailleurs, il y avait un type où il y avait c'est Rockefeller, je crois, qui faisait ça. Il étudiait la personne à fond et le lendemain, bah, il parlait que du sujet de la personne de ce qui lui plaît. Et ça marchait super bien. Et c'est vrai, si vous vous concentrez sur ça plutôt que d'essayer de vendre à la personne, et ben en fait, ça marche beaucoup mieux. Il faut s'intéresser aux intérêts de la personne et vous en faites du coup un ami, et quand ça devient votre ami, vous allez pouvoir vendre par la suite quand lui il va vous demander quoi. Et non chercher à forcer la vente, encore une fois, c'est pas la peine de chercher à forcer une vente. Soyons clairs, la phrase fournissez-moi quelques indications sur votre situation est la troisième question la plus stupide que vous puissiez poser à un prospect. La deuxième étant permettez-moi de vous exposer ma situation. Le client se moque royalement de vous et de vos affaires. En outre, il en connaît déjà suffisamment pour ne pas avoir envie de vous entendre répéter ce qu'il sait déjà. Quant à la question numéro 1, dans les palmarès des bêtises, nous y reviendrons ultérieurement. Voyons d'abord où vous pouvez trouver des informations sur votre prospect et son entreprise avant de lui rendre visite. Donc là, il dit bien, la troisième truc, c'est à vous de faire les recherches sur lui avant et non lui poser la question. Et la deuxième, effectivement, parler de vous, il en a foutrement rien à cirer. C'est tout à fait normal. Hein. Et la une, je me rappelle plus ce que c'est, j'ai dû la noter quelque part. Tout ça, c'est un livre que je vais relire. Je vais étudier à fur et à mesure les principes. Et je vais essayer de. Je vais pas essayer, je vais appliquer ce qu'il a dit. Parce que le livre est bon, je vais le mettre dans ma pile de livres. De choses à faire, à tester, à voir ce qui marche pour moi. Et moi, je vous invite à faire de même. C'est par la suite de vous procurer le livre et de voir ce qui vous intéresse parce qu'il est vraiment très bon. Hein. Sinon, j'en parlerai pas personnellement s'il était pas bon. Alors là, il va très loin parce qu'il dit les recherches sur Internet ne constituent pas une préparation suffisante. Mettez-vous en quête d'amis que vous pourriez avoir en commun avec votre prospect. Rendez visite à certains de ses fournisseurs ou de ses clients. Cherchez à acquérir toute information vitale pour la vente de votre produit ou service. Autre élément de préparation essentiel. Réfléchissez aux objectifs à atteindre lors de la rencontre. Donc il va très loin. Hein. Bon, après, ça vaut la peine si vraiment il y a beaucoup d'argent à la clé, donc quand vous vendez pour des entreprises, des trucs comme ça, que vous voyez le PDG, machin, ok, bon, après si c'est juste pour vendre un petit gars, pour avoir un petit peu de sous, ça vaut pas la peine de pousser aussi loin, selon mon cas. Hein. Je pense que, mais quand c'est un gros truc où vous gagnez beaucoup, ouais, c'est clair qu'il faut le faire, hein, il n'y a pas chercher les midi 14 heures, quoi. Appartenez-vous à la race des vainqueurs ou à celle des pleureurs? Je déteste les pleurnicheurs. Les pleurnicheurs sont des individus à éviter. Ne les écoutez pas, on ne les respecte pas. Ils font fuir tout le monde, excepté ceux qui leur ressemblent. Dans mon premier livre, la Bible de la vente, j'écrivais dans la vie, le vainqueur n'est jamais Jean qui pleure, mais toujours Jean qui rit. À l'époque, la formule me paraissait amusante, et avec les années, j'ai fini par trouver non seulement drôle, mais également vrai à 100%. Pensez à ce que vous dites lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez. Rappelez-vous votre réaction quand vous perdez une vente. Si vous avez tendance à vous plaindre, reprenez-vous, ne vous transformez pas en fontaine. Qu'est-ce qu'il a dit? Dans la vie, le vainqueur n'est jamais Jean qui pleure, mais toujours Jean qui rit.
travailler pendant que les autres dorment. Je suis un lève-tôt. Je me précipite sur mon ordinateur et je commence à écrire. Cela depuis 12 ans. Bilan 5 livres, quelques 700 articles, un millier de présentations pour diverses entreprises du monde entier. Avant que vous ne posiez le pied sur terre, j'ai déjà gagné de l'argent. Je veille en général jusqu'à 1h du matin, de 23h à 1h du matin, je sors sur Internet, je consulte les sites. Bon, là, on met aussi en avant que c'est un type qui travaille vraiment énormément. Et donc, évidemment, plus vous travaillez, et si vous travaillez en fait dans le bon sens, parce qu'il ne suffit pas de travailler dur, il faut aussi travailler dans le bon sens, vous allez forcément aller largement plus rapidement que les autres. Par contre, il faut savoir que quand vous faites ça, forcément, vous perdez, vous bousillez en partie la santé, vous n'avez pas le temps pour vous-même, hein, pour vos loisirs et tout, donc c'est bien beau, vous gagnez énormément d'argent, alors à la place d'être multimillionnaire, vous êtes milliardaire, machin et tout, mais à quoi ça vous sert d'être milliardaire dans cette histoire-là si vous ne profitez pas de tout ça? Donc ça, c'est mon point de vue à moi. Donc moi, mon point de vue, c'est, voilà, je l'ai noté parce que je suis d'avis, oui, il faut travailler dur par moment. Hein. Par moment, vous avez besoin, vous voulez aller plus vite, accélérer. Donc, je pense qu'il faut vraiment travailler dur pour aller plus vite. Hein. Quand vous mettez plein de charbon dans la locomotive, il faut qu'elle démarre vite. Par contre, vous n'êtes pas obligé de travailler toujours indéfiniment. Hein. À moins que c'est vraiment votre but d'avoir un milliard avant votre mort ou plusieurs milliards, machin. Mais la question, c'est pourquoi faire si en fait vous n'en avez pas besoin. Vous voulez peut-être le distribuer à plein d'associations, oui, pourquoi pas, mais bon, mais du coup, vous n'avez en fait jamais vécu non plus, vous n'avez pas vie, donc moi je trouve que c'est pas non plus la meilleure méthode de trop travailler, il faut trouver un juste milieu, mais par période, oui, il faut travailler dur, mais surtout travailler dur intelligemment, parce que moi, je me suis déjà bien embêté à travailler dur, et je peux vous dire que oui, c'est bien beau de travailler dur, mais si ça ne correspond pas à ce que les gens ils veulent, et ben vous l'avez dans l'os. Et c'est pour ça que je mets souvent en avant l'histoire, oui, travailler par passion, ben non, c'est faux, ça ne marchera pas forcément, parce que les gens, ils pensent en fait à leur intérêt à eux. Donc travailler dur, ouais, par votre passion, non, ça ne marchera pas forcément. Ça marchera seulement si ça correspond à ce que les gens, qui intéressent les gens. Donc on va avancer, parce qu'on a encore pas mal de choses à faire, et comme d'hab, c'est assez long. Je possède une marque, ou plutôt je suis cette marque. Alors là, on vient dans principe 3. Votre meilleur argument de vente, c'est vous-même. L'important n'est pas que vous connaissez qui vous connaissez. Attends. L'important n'est pas qui vous connaissez, mais qui vous connaît. Et là, c'est un truc aussi intéressant parce qu'il dit, ouais, vendre votre marque, ou plutôt je suis cette marque. Et c'est pourquoi ce genre de type, au contraire, eux, ils vont pas se cacher, ils vont pas utiliser de pseudonyme, ils vont pas utiliser un tableau blanc, ils vont écrire. Hein, je vois, il y a des youtubeurs qui font ça. Alors oui, ça marche en partie les tableaux blancs. Je dois admettre que c'est sympa et tout, mais par contre, je crois que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, quand j'ai le choix entre une personne que je vois et une personne qui écrit un tableau blanc, je peux vous garantir que je suivrai le type que je vois, et principalement s'il fait ça aussi bien ou meilleur. Mais le gars qui fait un tableau blanc, je le trouve moins intéressant parce que je vois pas la personne et c'est quelque chose que je n'apprécie pas. Et c'est sûr et certain qu'il y a énormément de gens qui ne vont pas apprécier ce genre de choses. On veut voir la personne, c'est normal. D'ailleurs, il y en a même qui vont beaucoup plus loin et ça fait partie de mes défauts, c'est qu'il y a des types qui disent même, voilà, il faut regarder la personne dans les yeux. Il y a même des trucs de faire des exercices, de regarder les personnes dans les yeux pour savoir quelle est la couleur de leurs yeux. Moi, c'est un truc qui n'est pas du tout mon truc. Je déteste regarder dans les yeux et j'ai horreur quand je cherche à me regarder dans les yeux, qu'on me fixe comme ça. C'est quelque chose que je n'apprécie pas. Bon, après, selon certains types, ils ont cette philosophie que oui, faut vraiment regarder dans les yeux, machin et tout. Bon, moi, je trouve ça agressif. C'est quelque chose que je n'apprécie pas. Mais pour beaucoup de personnes, apparemment, c'est l'inverse. C'est ce qu'il faudrait faire. Moi, je suis pas très à ce niveau-là. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas, par contre, de problème à me montrer. Pas de problème à monter sur une scène, etc. Il y a des gens qui ont peur de tout ce genre de trucs et tout. Or que moi, j'adore ça, en fait. Hein. Ça me montre, tiens, voilà, je suis quelqu'un. Je suis pas le gars qui suis. Si maintenant, je passe à la télé ou autre, c'est des choses qui me dérangeraient pas du tout. Parce qu'au contraire, ça me dit, voilà, maintenant, je suis quelqu'un d'important et je ne suis plus pas le téléspectateur. Moi, le téléspectateur, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Ce que je veux, c'est être sur la scène.
Alors, il dit oui, ouais, créez votre marque, je suis ma marque, et ça c'est très important. Donc, faut pas avoir de problème de vous montrer qu'on parle de vous. Donc, voilà, si vous faites comme moi, vous êtes youtubeur, vous faites une vidéo par jour, vous arrêtez pas de vous montrer, les gens vont parler de vous. Alors moi, j'ai pas envie de faire cette politique. Certains le font, c'est normal du coup qu'ils ont décollé beaucoup plus rapidement. Ils sont très jeunes aussi. Parce qu'ils ont ça régulièrement, tac, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Mais du coup, ils travaillent à fond, mais en partie se bousillent la santé et ils n'ont plus de temps pour eux-mêmes. Et je pense qu'il y a aussi un juste milieu. Oui, il faut travailler régulièrement. Je pense par discipline, c'est ça qui est surtout important. Si vous êtes sûr que ça va marcher votre truc, vous n'êtes pas obligé de travailler dur, mais on peut le faire pendant un temps. Mais à un moment, il faudra aussi ralentir parce qu'il faut aussi vivre, il faut aussi penser à votre santé. C'est pas bon pour la santé de vous mettre trop de stress, de pression, hein. Donc voilà, donc utilisez aussi son nom. Alors utilisez son nom, c'est très important, ne mettez pas de pseudonyme. Et lui, il va même, oui, enregistrer votre nom de domaine, votre propre nom. Et il n'a pas tort, en plus c'est un super retargeting, hein, parce que toutes les personnes qui vont chercher sur Google votre nom et prénom, ils vont tomber sur votre site, et quand ils tombent sur votre site, vous pouvez les rediriger vers autre part, hein. Donc c'est un truc très intéressant, et c'est pour ça que j'ai fait ça. Ça coûte pas trop cher, hein, faire les noms de domaine, notamment si vous prenez un pack, hein, vous prêtez un pack sur un hébergeur. Je vais vous donner en description, si j'y pense, un hébergeur où vous pouvez vous inscrire et mettre votre nom, vous le mettez et ça fait un retargeting pour toutes les personnes qui cherchent votre nom sur internet. Ils vont tomber sur votre page et hop, ça va pouvoir les rediriger sur votre truc et par la suite ça va devenir en fait des clients. Sur le moment, c'est des prospects qui sont déjà tièdes, qui sont déjà chauds, et c'est donc des prospects qui sont super intéressants, et vous les perdez si vous ne mettez pas, les redirigez pas sur quelque chose. Alors, si vous avez votre propre site, ils vont tomber dessus, et hop, vous les redirigez sur ce que vous voulez. Donc c'est super excellent comme truc d'avoir votre propre nom de domaine. À votre nom. Dire oui, mais je suis pas quelqu'un d'important sur le moment. Oui, alors vous êtes peut-être pas important dans le moment présent, maintenant, mais par la suite, c'est ce que vous voulez atteindre. Vous voulez devenir important. Donc si vous voulez devenir important, enregistrez tout de suite, maintenant, votre nom de domaine. Ne pas hésiter, vous le faites. Et parce que c'est ce que vous voulez devenir. Donc il faut faire tout de suite mettre des accents dans le moment présent sur ce que vous voulez devenir. Et non des actions comme vous êtes. Parce que si vous continuez des actions comme vous êtes, vous allez rester comme vous êtes. Vous voulez changer, vous voulez grandir, avancer. Donc faites ce qu'il faut pour. Alors, premièrement, laissez de côté les ouvrages spécialisés et n'apporterez au chef de très petite entreprise que vous êtes. Deuxièmement, ayez en mot ces ordres mois et donnez pour recevoir. Troisièmement, adoptez la devise promotion et publicité. Sachez enfin que votre assiduité au travail, votre stratégie et votre détermination associée à confiance vous seront des droits pour vous démarquer de tous les autres. Alors, je ne sais plus qu'est-ce que ça veut, quel était le contexte de tout ça, parce que là, c'est pas très clair. Quelle est votre marque personnelle? Je ne parle pas de la marque déposée par votre entreprise, mais bien de votre marque personnelle. Dans une transaction commerciale, le client achète d'abord le vendeur lui-même et ensuite un produit. Comment crée-t-on sa marque personnelle? Donc ouais, ok. Bon, on va avancer un petit peu, qu'est-ce que c'est à dire? Bon, de toute manière, moi je vais pas vous faire un résumé. J'ai jamais été fort pour ça. Moi, il me faut du temps pour bien comprendre. Il faut que je relise X fois pour que j'arrive bien à comprendre. Parce que sur le moment, j'ai des choses qui me tiquent, mais c'est pas si simple de vraiment les avoir, surtout quand le temps il a passé. Là, ça fait un petit moment. Je suis déjà au prochain livre depuis un moment. J'ai plus l'état d'esprit à celui-là. Du coup, je suis en train de rechercher. Mais qu'est-ce que j'avais noté? Je suis en train. C'est pas si simple. Positionnez-vous et acquérez un avantage concurrentiel. Ma chronique est lue dans plusieurs dizaines de villes. Ma photo figure dans le journal. Mes concurrents lisent chaque semaine ma rubrique et me détestent. Je bénéficie d'une meilleure position qu'eux dans leur propre ville. La notoriété dont je dispose me procure un avantage concurrentiel indéniable. Car dans la vente, l'important n'est pas qui vous connaissez, mais qui vous connaît. Le positionnement est la clé de la notoriété. Et donc ça, c'est tout à fait vrai. Il faut que vous soyez présent partout. Si vous voulez battre votre client, c'est toujours le même. Et c'est pour ça qu'il y a publicité partout. Vous voyez tout le temps des publicités. Les gens ils réclament publicité. Mais le problème, c'est que c'est comme ça. Si on n'est pas tout le temps en avant, eh ben, on ne vend pas. Et c'est pareil quand vous êtes tout seul. Quand vous vendez, il faut vous vendre vous-même. Du coup, quand vous êtes tout seul, quand vous n'êtes pas une grosse entreprise de marque. Et donc, voilà, il faut que vous soyez tout le temps présent. On revient sur ce fait. Publicité.
Euh, Donc là, ouais, c'est le truc que j'avais dit. Vous paraissez intéressé, prenez contact avec les associations de votre ville. Elle organise volontiers des conférences et recherche constamment de bons orateurs. Donc c'est bien le truc qui vous dit comment vous pouvez vous mettre en avant. Et ça, c'est super, hein, parce que quand vous faites des conférences comme ça, dans des petites conférences, il y a des gens qui vont vous voir et après ils vont rechercher à vous contacter. Mais là, vous n'avez pas cherché à leur vendre quelque chose. Vous avez simplement fait une conférence en parlant de votre truc à vous. Et c'est ça qui va les faire revenir par après s'ils ont tiqué quelque chose qui les intéresse. Mais vous leur avez pas couru après. C'est eux qui viennent vers vous. Et c'est toujours le truc. Il ne faut pas venir vers eux, c'est eux qui doivent venir vers vous. Et c'est pour ça que là, ici, vous voulez adapter ça dans le domaine d'Internet, par exemple, une page Facebook, un YouTube, un Instagram, ouais, un TikTok ou autre, qu'importe, tous ces trucs-là. Si vous créez des pages comme ça, des chaînes YouTube et autres, eh ben, vous ne courez pas après les gens. C'est des gens qui viennent vers vous par la suite quand ils vont voir votre vidéo et qui vont s'intéresser à vous. Et c'est là que vous allez pouvoir leur vendre. Et non en étant agressif, en cherchant à leur vendre. Directement, ça ne fonctionne pas. Et là, il dit bien, ne débitez pas un argumentaire de vente. Parlez de votre sujet. Votre exposé doit captiver l'auditoire et l'inciter à réagir. Donnez une conférence dont il se souviendra. Si vous vendez des systèmes d'alarme, parlez de sécurité des biens et des personnes. Si vous commercialisez des photocopieurs, centrez votre discours sur l'image et sur la productivité. Donc il est très clair, il ne faut pas essayer de vendre directement. Après, prix contre valeur. Le vrai moyen de casser l'argument du prix, combien est-ce que ça coûte? Réponse, aucune importance si le contenu apporte de la valeur. Ouais, là il casse l'histoire du prix, pourquoi c'est pas le prix qui est le plus important? Si vous savez satisfaire une ou plusieurs de ces aspirations, quel rôle le prix joue-t-il? Plus vous offrez de dollars, moins le prix compte. Donc voilà, c'est effectivement ce qu'il faut faire, créer de la valeur et non fixer le prix, le prix, le prix. Après, il y a toujours des gens qui sont sous le prix, mais ils sont, en fait, si vous regardez le pourcentage, c'est pas le pourcentage le plus nombreux, donc c'est pas la peine de fixer sur le prix. Ah oui, le concurrent il est moins cher, moi je vais encore baisser le prix plus bas. Si vous faites ça, vous finirez pas y arriver. Surtout si vous vendez des produits de commerce, vous ne pourrez jamais en fait battre les prix de pays pauvres, ou du moins de pays de pays pauvres, on va dire, comme les Chinois, etc. Entre parenthèses pauvres, parce que faut bien savoir qu'il y a des Chinois qui sont extrêmement riches, mais il y a vraiment un fossé gigantesque entre les pauvres et les riches. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, ils pourront toujours faire des trucs à bas coût que vous ne pourrez jamais faire en étant en France. Et d'autres pays encore pire. Donc la bataille du prix, c'est même pas la peine de se concentrer. Ce que vous devez vous concentrer, c'est en fait sur créer de la valeur, apporter de la valeur, et c'est sur ça que vous allez pouvoir vendre. Le prix, c'est même pas la peine, quoi. L'occasion perdue. Le vendeur qui met en avant l'argument de la bonne affaire a simplement oublié le service après-vente. Quand la valeur est absente de la transaction, le seul élément qui reste est le prix. J'ai pris l'exemple de concessionnaire automobile, car il correspond à une expérience que tout le monde a plus ou moins vécue. Vous devez savoir où réside la valeur que vous proposez et comment la communiquer clairement à votre client et vous montrer si convaincant qu'il sera émotionnellement et actuellement obligé d'acheter chez vous. L'achat est dicté par l'émotion. La justification logique vient ensuite. La raison considère le prix, le cœur voit le porte-monnaie. Pour commencer, cessez de prendre votre produit pour une marchandise. Reprenez les 10 dernières ventes que vous avez réalisées et réfléchissez au point suivant. Ne vous focalisez pas sur la vente, mettez en avant l'utilisation du produit ou du service dans la durée. Bon, après, il y a aussi viser le sommet de la hiérarchie. Voici comment savoir si vous avez frappé à la bonne porte. Lorsque votre interlocuteur vous interroge sur les prix, dites simplement prix ou profit. Lequel allez-vous privilégier? Le prix se mesure dans l'immédiat. Le profit dure toute la vie. Tous les dirigeants sont excepteurs pour le second. C'est tout à fait normal, il faut viser le long terme. Hein. Les gens qui se décident essentiellement en fonction du prix n'ont aucune vision à long terme. Ils ne regardent pas au-delà de la signature du contrat. Votre devoir est de vous assurer que le client sait clairement quel bénéfice il retirera à terme du produit-service. Aidez-le à comprendre quel est le profit le plus important que son désir d'acheter à bas prix.
Je m'adresse à qui ont le pouvoir de me dire oui et je leur apporte immédiatement de la valeur. Alors, établissez des liens d'amitié avant de commencer ou alors ne commencez jamais. Lorsque j'ai rendez-vous avec un prospect, je m'efforce tout d'abord de tisser des liens fondés sur une passion ou un intérêt commun. Ça, c'est ce que j'avais dit avec Rockefeller, c'est exactement pareil. Hein. Je ris avec lui, je discute avec lui des sujets qui l'intéressent. Je renforce ma crédibilité et commence seulement alors à présenter mon produit. Je n'hésiterai pas à prendre congé d'un client pressé, de passer aux choses sérieuses, ce qui signifie en clair qu'il veut surtout savoir combien ça coûte. Je ne rapporte pas une vente grâce au prix, mais grâce à l'amitié. Je laisse cette vision marchande des relations commerciales à d'autres. Il y a tous les casse-pieds de la planète qui traitent avec eux. Donc là, on revient sur le fait comment se faire des amis. Donc ça, c'est aussi un livre à lire, comment se faire des amis. D'ailleurs, il existe en livre poche. D'ailleurs, c'est très difficile de trouver autrement, à part en audio. Moi, j'aime bien l'écouter en audio. En fait, ce livre, je le lis pas comme ça. En livre papier, mais principalement en audio. J'aime bien écouter ce livre, il est vraiment excellent. C'est quelque chose à arriver à mettre en pratique, c'est pas facile, mais il faut le mettre en pratique. En fait, les deux livres sont vraiment à lire si vous voulez faire de la vente. C'est ça qu'il faut faire. Vente aujourd'hui est un métier pour la vie. Vente pour la commission, c'est la valeur qui fait la fortune. Si vous faites une vente, vous pouvez gagner une commission. Si vous faites un ami, vous pouvez y gagner une fortune. Donc il est très clair. Une commission c'est bien, mais il faut gagner. Il faut faire plutôt vous faire un ami et gagner une fortune. Là, on peut reprendre ce principe tout à fait avec le web. Certains cherchent à vendre des commissions en affiliation, hein, en reprenant le point de l'affiliation. Mais vous y gagnez plus si ces personnes-là sont dans votre liste d'amis. Hein, c'est pour ça que c'est tellement important les landing pages, faire des pages de landing page et récupérer les emails, parce que le but, c'est en fait de pouvoir vendre plusieurs fois à la personne, à vos clients, et non une seule fois. On ne veut pas une commission, on veut du long terme. Et pour du long terme, il faut que nous avons une liste plus grande, notre liste d'amis. On a une liste d'amis de plus grande elle est, et mieux c'est. Si on vend qu'une fois, eh ben ça sert pas à, voilà, on a gagné une fois, mais ça ne sert pas sur le long terme, c'est un problème. Nous, on veut du long terme. Et pour avoir du long terme, les amis, il faut se faire des amis, pas chercher à vendre une petite commission à gauche, à droite. Ça, c'est pas le bon truc à faire. C'est ce que beaucoup de gens font faux. Ils cherchent à vendre une commission, à vendre un produit, une vente. C'est pas ça qu'il faut faire. C'est vraiment vous faire des clients réguliers. Et pour ça, il faut que vous soyez amis avec la personne, que vous avez une bonne relation avec eux. Voilà. Règle. Pour optimiser votre stratégie, suivez une règle simple. Alors, je ne sais pas si c'était quoi ça. Ouais, je ne sais pas directement. Règle 1A. Fréquentez les mêmes lieux que vos prospects et vos clients, ou ceux où vous avez des chances de les rencontrer. Alors ça, c'est tout à fait logique. Hein. Si vous êtes dans un domaine X ou Y, il faut effectivement fréquenter les mêmes lieux. Si vous aimez les chiens, allez dans les trucs de chiens. Entraînement de chiens et autres, vous aurez plus de chances de vendre des accessoires pour chiens ou autres. Je mets un exemple, ça peut être des trucs de chats, de motos, de voitures, je ne sais pas quel est votre truc, mais effectivement, il va falloir fréquenter un maximum les lieux et vous faire un maximum d'amis là-bas parce qu'ils deviendront par la suite vos clients. Alors, ensuite, pour retirer le bénéfice optimum d'un événement de réseautage, passez 75% de votre temps avec des gens que vous ne connaissez pas. Alors ça, c'est pas facile, mais c'est vrai. Quand vous allez à un événement, on a tendance à aller vers les gens qu'on connaît, qu'on est déjà invité, et non à aller chez les gens qu'on ne connaît pas. Et c'est une très 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 grosse erreur. Il faut aller vers les gens qu'on ne connaît pas. C'est très important à faire. Et c'est vrai qu'en temps normal, quand on va dans un événement, on va pas forcément, rarement, chez les gens qu'on ne connaît pas, alors que c'est justement ça qu'il faut faire. Le réseau remplace le démarchage. Je considère le démarchage comme une perte de temps. Quand vous téléphonez ou quand vous frappez à la porte de quelqu'un, vous le dérangez. Cette technique de vente donne rarement des résultats significatifs. Dans un salon professionnel, vous rencontrez en un jour plus de gens qu'en une année de visite.
et rien ne vous empêche de les démarcher ensuite. Si vous échouez à démarcher quelqu'un que vous croisez plus tard lors du salon, quel discours allez-vous lui tenir? Bonjour, vous vous souvenez de moi? Je suis le type au nez duquel vous avez raccroché. C'est vrai que le démarchage par téléphone, ça ne marche pas du tout. Le porte-à-porte non plus. Et aussi, et je reviens sur ce point, le Facebook à blanc, oubliez ça, le Facebook ad à blanc, en payant la publicité, c'est pas ça que ça marche, ça agace les gens. Vous devez créer un réseau, vous faire des amis avant de vouloir vendre quoi que ce soit. Chercher à vendre direct, ça ne fonctionne pas. Il faut d'abord vous créer des amis. Le réseautage fonctionne si vous exploitez ce secret qui tient en un mot, présence. Alors effectivement, vous devez être présent aux différents événements. Bon après, le truc c'est aussi une question de moyens et c'est vrai que c'est pas facile, surtout pour quelqu'un comme moi qui adore reprendre mes fonds et les remettre dans des choses qui prennent de la valeur. Mais en faisant ça, ça cause un problème parce qu'on n'agrandit pas le réseau. Et si on n'agrandit pas le réseau, on ne peut pas rentrer de cash flow. Hein. Et c'est quelque chose qu'il faut donc changer. Si vous êtes comme moi à la base, vous allez très rarement à des événements et tout. Bah en réalité, non, au contraire, il faut aller aux événements, séminaires, machin et tout ça. C'est très important de changer ça parce que si vous ne le faites pas, vous n'intéressez pas de nouveaux clients. Si vous n'avez pas de nouveaux clients, vous allez avoir du mal à gagner plus de fonds. Bien sûr, vous avez donc ce truc d'investir. Mais investir, c'est peut-être pas forcément quand vous avez assez de patrimoine, c'est plus ça qui est le truc qui est même comme ça. Comme on l'a dit, on veut créer une relation sur du long terme pour avoir une fortune, pour avoir des clients qui achètent régulièrement. Cherchez à connaître la vie du prospect. Expliquez-lui ce qu'il gagnera à vous rencontrer. Proposez une rencontre brève avec les perspectives de prolonger l'entretien s'il le souhaite. Parlez profit et productivité. Laissez tomber l'argument des économies. Proposez des idées, des opportunités. Ne parlez pas de vous. Ils veulent de l'amitié, de l'aide, des réponses, de la productivité et du profit. Ce n'est pas un compte-rendu de résultat, c'est un tableau de rentabilité. Ce n'est pas un compte-rendu de résultat, c'est un rapport de productivité. Ils n'ont ni besoin ni envie d'apprendre. Ils veulent des réponses exactes comme vous. Ils ne veulent pas des solutions toutes faites. Ils veulent des réponses. Ils n'ont pas le temps de vous écouter parler de vous. Si vous le consacrez 1 heure ou 2, il vaut mieux les entretenir d'eux-mêmes. Bon. Alors, qu'est-ce que j'ai encore noté là? Quand la décision d'achat ne dépend pas entièrement de lui, vous devez apprendre à mieux qualifier l'acheteur et respecter les 5 étapes suivantes. Alors là, c'est quand vous êtes en train de marcher sur une entreprise et que vous n'avez pas affaire avec le boss, hein, genre le PDG, le décideur, hein, pour être plus juste. C'est un décideur, c'est pas forcément le PDG, mais bon, si vous allez direct au PDG, c'est ce qui est le mieux. Hein. Poussez le prospect dans ses retranchements pour obtenir son approbation personnelle. Donnez-lui l'impression que vous faites équipe. Organisez une rencontre avec l'ensemble des décideurs. Cherchez à mieux connaître les autres décideurs. Reprenez l'intégralité de votre présentation devant eux. Donc il va loin quoi. Il va faire tout un suivi de son truc. Donc tout ça c'est bien si c'est vraiment... il y a vraiment beaucoup d'argent à la clé parce que c'est énormément d'énergie à donner. Hein. Et de temps et d'énergie. Donc il faut aussi voir si c'est vraiment beaucoup d'argent à la clé. Si c'est le cas, effectivement, il va falloir appliquer. Alors là, il dit bien, si vous laissez le prospect se substituer à vous, rencontrer le patron et le comité de décision à votre place, vous risquez de perdre la vente. Donc là, on voit bien que la décision... ça, c'est un truc d'ailleurs, avec les banques, ce serait vachement intéressant. Des fois... Quand vous achetez un immobilier, vous voulez acheter un immobilier, vous allez faire une personne. Mais ce n'est pas cette personne qui décide. Donc si maintenant vous trouvez le moyen, c'est super intéressant, si vous trouvez le moyen de pouvoir participer au truc et faire vous-même votre speech, plutôt que donc cet intermédiaire, vous avez plus de chances d'obtenir votre prêt. Alors bien sûr, c'est un exemple, hein. Mais c'est juste pour montrer un cas concret. Voilà, ça marche très bien ça avec cette histoire. Avec les banques, quand vous cherchez à obtenir des prêts, si vous trouvez le moyen de pouvoir rencontrer la commission, d'être présent plutôt de substituer, eh ben, vous avez largement plus de chances d'y arriver, quoi. Donc là,
poser des mauvaises questions, vous obtiendrez de mauvais résultats. Donc là, il dit préparer des questions. La difficulté à surmonter, avez-vous en réserve 25 questions à poser à votre client? Non, 95% des vendeurs partagent votre situation. Voilà pourquoi ils ne sont que 5% au sommet de la pyramide. Donc il dit bien, préparez vos questions à votre client à l'avance. Moquez-vous de vous-même. Vous avez le droit de vous moquer de vous-même. Même en aucun cas celui de faire rire aux dépens d'autrui. Mais en aucun cas, ouais, d'accord, de rire à propos des autres. Ouais, ça c'est clair qu'il faut vraiment éviter. Donc là, c'est le principe où il parle de faire rire la galerie. Et quand vous voulez faire rire la galerie, il ne faut pas faire rire la galerie en se moquant de quelqu'un d'autre, mais en se moquant de soi-même, en fait. Ça, vous avez le droit. D'autres trucs comme ça, mais surtout pas à attaquer les autres. Hein. Parce que même si les gens rigolent, vous avez perdu pas mal de clients. Donc direct la personne de laquelle vous êtes moqué et bien sûr tous ses amis. Donc c'est énormément d'argent perdu bêtement. Vous pouvez vous moquer de vous-même mais pas des autres. Hein. Mais Jeffrey, objectez-vous, je suis pas drôle du tout, je n'ai aucun sens de l'humour. Dans ce cas, prenez des cours de formation à l'humour, que les rires soient avec vous. Alors effectivement, si vous avez du mal pour faire ça, c'est pas du tout mon truc. D'ailleurs, j'aime pas trop à la base le fait quand les types ne sont pas sérieux. Mais il y a beaucoup de gens apprécient. Hein. Donc il n'y a jamais 100%. Hein, les tactiques, les principes, ça dépend des personnes. Après, moi, je suis effectivement pour le truc plutôt sérieux, plutôt que le gars qui n'est pas très sérieux. Mais globalement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui cherchent plutôt à essayer de faire rire la galerie et que ça marche. Pour moi, c'est pas mon truc, mais à voir. Hein. L'habitude de rassembler des idées. Dès que vous avez une idée potentielle créative, notez-la. Utilisez n'importe quel support, une nappe, un papier, votre PDA, une feuille de papier ou votre ordinateur. Efforcez-vous de la développer au moment où elle traverse votre esprit. Donc ouais, il faut toujours noter ses idées, ça c'est tout à fait juste. Je sais plus dans quel principe là on est à la créativité. Ouais, quand tu dois être créatif, ok. En étudiant la créativité, plongez-vous dans les livres où vous y verrez comment d'autres ont appris à enseigner la créativité. Je vous recommande notamment les ouvrages. Voilà, j'ai noté parce que je voulais savoir lesquels livres c'est et les lire. Les 6 chapeaux de la réflexion, la boîte à outils de la créativité. Ça, c'est les 2 livres qu'il avait notés à lire pour la créativité et j'aimerais bien jeter un œil. Donc après, on est dans un autre. Soyez créatif. On est toujours dans la partie créative. Bonjour, ici Jeffrey. J'aimerais vous parler, mais c'est impossible. Veuillez indiquer votre numéro de carte American Express avec la date d'expiration et je vous rencontrerai aussitôt. Alors ça, j'ai trouvé ça vraiment trop fort. Donc en fait, c'est le répondeur. Il a dit, voilà, comme répondeur, quand j'ai lu la phrase, je vais la relire, faut bien, c'est excellent. Bonjour, ici Jeffrey. J'aimerais vous parler, mais c'est impossible. Veuillez indiquer votre numéro de carte American Express avec la date d'expiration et je vous recontacterai aussitôt. Et c'est vraiment excellent parce que c'est vrai que les gens, ils vous contactent, c'est toujours dans leur intérêt à eux. Bon. Et vous, ça ne vous intéresse pas qu'ils vous dérangent. Vous voulez faire de l'argent, vous n'avez pas le temps pour eux. Par contre, effectivement, si, mais non. Le type, il vous contacte comme quoi il veut acheter quelque chose et autre, et c'est clair que ça va vous faire réagir automatiquement. Donc, ce qu'il dit, c'est tout à fait sincère et honnête, et c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire, effectivement. Si vous me contactez, tac, après, il a expliqué qu'il y a vraiment... Voilà. Et alors, il dit, il ne se passe pas un jour qu'il y a au moins 3 personnes qui lèchent vraiment le numéro de carte bancaire. Et effectivement, du coup, vous les passez en priorité. Hein. Vous faites un message de répondeur comme ça, c'est clair. Vous voyez que c'est clair, c'est ce qui vous intéresse, vous. Vous vous concentrez sur ce qui vous intéresse, vous. Hein. Rappelez-vous d'être égocentrique. Hein. Alors vous dites, ouais, vous pouvez faire un message comme ça. Moi, j'ai trouvé ça vraiment excellent et c'est vrai que c'est quelque chose qui me ferait du coup réagir. Parce que sinon, moi, tout ce qui est notification et tout, j'ai horreur de ça. Par contre, j'aime bien laisser quand je gagne de l'argent. Ou alors, si c'est un client comme ça, comme un truc comme ça, comme il dit avec le téléphone, le gars qui l'appelle, laissez-moi votre numéro de carte bancaire et tout. Je trouve ça excellent, quoi. Et donc là, effectivement, ça me ferait réagir et je voudrais bien répondre. Dans notre cas, j'en ai rien à cirer de perdre du temps à répondre aux gens parce que voilà, c'est pas dans mon intérêt. Donc voilà. Les témoignages publicitaires, la méthode de vente la plus efficace. Qui témoigne en votre faveur vos clients? Ah oui, là, il parle des fameux témoignages et effectivement, les meilleurs vendeurs, ce sont vos clients et non vous-même.
Quand c'est les autres qui parlent de vous, vous arrivez beaucoup plus facilement à vendre vos produits que quand c'est vous-même qui essayez de vendre. Alors ça, bien sûr, ça marchera seulement quand vous avez une petite base de clients, pas avant. Mais quand vous commencez à avoir une petite base de clients, il faut vraiment vous en servir pour pouvoir avoir largement plus de clients. Parce que c'est beaucoup plus efficace les témoignages que quand vous essayez de vous vendre. Là, il dit bien, ce que l'on dit de vous a un impact 10 000 fois supérieur à ce que vous dites de vous-même. Accordez-vous aux clients qui sont satisfaits le privilège de faire vos interprètes. Si vous demandez à votre client de vous dire pourquoi ils achètent chez vous, vous réalisez des centaines de ventes du même type. Les motivations de l'acheteur sont 1000 fois plus puissantes que les compétences du vendeur, voire même 10 000 fois. Donc c'est un truc à retenir. Savoir pourquoi les clients achètent chez vous, c'est vraiment très important. Lorsque vous êtes centré sur vous-même, sur votre apparence, votre tenue vestimentaire, on a l'impression que vous donnez, vous détenez votre pouvoir de focalisation sur vous au détriment de votre réussite. La focalisation est synonyme de concentration intense sur l'objectif, et lorsque vous êtes focalisé sur vous-même, vous négligez les opportunités qui se présentent autour de vous. Vous êtes dans le flou par rapport à la réalité. Tout le monde vous conseillera de devenir plus attentif ou de vous concentrer. Mais peu de gens vous diront comment le faire. L'expression la plus pertinente pour vous décrire ce mode de focalisation est sans doute être en éveil. Être à l'affût de ce qui se déroule autour de vous et de ceux qui vous entourent. Simple, me direz-vous, mais cela suppose de troquer l'égoïsme et le sentiment d'insécurité contre l'ouverture d'esprit et la confiance en soi. Voici quelques exemples à imiter. Gardez vos antennes dressées en permanence. Restez attentif à ce qui se passe autour de vous. Donc là, il dit, ouais, bien faire attention autour de vous. Et c'est vrai que c'est important parce que vous pouvez détecter des besoins, etc., des besoins à résoudre. Et il faut savoir que pour vendre, il faut résoudre des besoins. C'est le truc le plus important. Résoudre les besoins. Mais si vous vous contentez d'inspecter le fond de votre verre de whisky, de tenir la main de votre ami, de couper très près du buffet, vous pointez vos antennes dans la mauvaise direction. Non seulement vous ne gagnerez pas, mais vous perdez au contraire contre quelqu'un qui a orienté les scènes dans le bon sens. Donc là, on revient sur le fait, quand vous êtes à un événement, il ne faut pas rester dans votre coin. Il faut aller voir les gens, écouter pour récupérer des infos. Principe 12.5. Donc là, on est au dernier principe. Démissionnez de votre poste de directeur général de l'univers. Vous devez mettre... la majorité des gens se laissent enfermer par les drames des autres. Les petites phrases assassines des hommes politiques, les peines de cœur des stars, etc. Qui s'en soucie? Quelle importance ces événements ont-ils sur votre vie? Aucune. Et pourtant, vous concentrez des dizaines, voire des centaines d'heures à ces choses sans intérêt pour vous, en déprimant de votre carrière et de votre réussite. Revenez à ce qui vous concerne. Vous aviez un patron, des collaborateurs, des clients, peut-être des fournisseurs, des amis, et chacun d'eux a sa vie, ses problèmes, sa propre situation. Ne vous en mêlez pas. Et c'est vrai que, bon, quand vous passez votre temps, si on va prendre un cas actuel, c'est passer votre temps à regarder le fil d'actualité d'Instagram, de Facebook, de regarder les chaînes YouTube des autres et tout, ça ne changera pas votre vie. Hein. Ce qu'il faut, c'est vous concentrer sur vous. Hein. Vous devez être en fait le producteur et non le consommateur. Alors je dis pas qu'il faut... Comme je l'ai dit, moi, je suis d'avis, il ne faut pas être à 100%, faire que travailler dur. Hein. Du moins, vous pouvez le faire un temps. Mais par contre, il faut produire. Si vous voulez obtenir après... Vous voulez gagner de l'argent pour acheter vos trucs que vous voulez ou faire les choses que vous voulez, il faut produire. Vous êtes obligé de produire et en consommant, vous n'allez pas produire. Donc, faut bien prendre ce point effectivement en compte. Je ne sais plus c'était quoi qu'il disait, mais bon, vous l'adaptez. Voilà, donc là, il parle des revues des stars et tout ça, ce qui se faisait à l'époque avec les... Bon, il y a toujours, hein, avec les catalogues et tout ça, là, les magazines. C'est pas la peine de perdre du temps à fond là-dessus. Ou les pages web. Bon, maintenant, il y a aussi des pages web avec les stars et tout ça. C'est pas la peine de perdre du temps avec ça. Ça change pas votre vie, effectivement, ça sert à rien, quoi. Moins vous sacrifiez du temps aux affaires des autres, aux problèmes des autres et aux drames des autres, plus vous en resterez à consacrer à votre réussite. Et vrai. Moins vous passez de temps avec leurs problèmes, plus vous vous concentrez sur les vôtres et mieux vous allez réussir. Et quand vous avez réussi, vous pouvez bien sûr par la suite aider les autres. Hein, mais sur le moment, d'abord, concentrez-vous sur vous-même, quoi. Plus vous passerez de temps devant votre écran de TV, plus votre concurrent vous pousseront vers la sortie. Alors ça, c'est vrai.
C'est clair et net. Ceux-là qui vont plus, qui travaillent plus que vous, et ben ils vont forcément gagner plus que vous, hein. C'est évident et logique. Bon, après, comme dit, vous voulez peut-être pas être le multimilliardaire, hein, vous voulez peut-être juste être le multimillionnaire. Donc, c'est pas assez grave, ça dépend de ce que vous voulez. Mais après, effectivement, ceux qui travaillent plus que vous, eh ben, ils seront devant vous, hein, ça c'est clair, hein. Et surtout, s'ils travaillent depuis plus longtemps que vous ne pourrez plus les rattraper, hein. Ça aussi, il faut le voir. Les types qui travaillent depuis le départ à fond et qui travaillent toujours depuis le départ à fond, ils seront largement au-dessus de vous. Par contre, ils risquent de disparaître avant vous parce qu'effectivement, il y a le problème de santé. Depuis, s'ils vivent pas. C'est aussi ça qu'il faut voir, que moi je mets donc en avant. Je ne suis pas tout à fait d'accord sur ce point. Mais globalement, le livre est vraiment excellent. C'est pour ça que j'en parle. Pour moi, le livre est vraiment excellent. Après, il y a certains trucs. Vous prenez ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, vous diminuez. Ça va. Et là, il parle de quelque chose, d'un fameux livre très connu. Lorsque j'ai commencé à étudier les comportements, le livre de Napoléon Hill, Réfléchissez et devenez riche, était notre Bible. Nous devions lire un chapitre tous les jours, sachant qu'il y en a 15. Cela signifie que nous avons terminé notre lecture en 2 semaines. Et ensuite, nous recommençons. Cela a duré 1 an. J'ai dû lire au moins 15 fois. Et en fait, je ne le lisais pas. Je ne me l'étais approprié. C'est un phare qui me guidait en permanence vers une attitude positive. S'agit-il d'une bizarrerie de ma part? Mes amis à l'époque le pensaient. D'ailleurs, ils sont toujours aussi négatifs aujourd'hui. Le petit livre de la vente est un livre à étudier, à mettre en pratique, à commencer à intégrer dans votre vie de vendeur. Lisez-le une dizaine de fois. Je vous garantis que vous en aurez pour votre argent. Des ventes qui explosent, un moral d'acier, une créativité sans borne, des relations épatantes, un compte en banque à faire pâlir les jaloux et une existence que tout le monde enviera. Alors je ne sais pas s'il suffit de lire une dizaine de fois, mais de le mettre en pratique, de l'étudier à fond. Il y a un endroit où il le disait, je ne sais plus où c'est. Si vous faites une vente, vous gagnerez une commission. Si vous faites un ami, vous gagnerez une fortune. Donc là, il a remis sa fameuse phrase qui est vraiment excellente. Si vous faites une vente, vous gagnez une commission. Si vous faites un ami, vous gagnez une fortune. À un moment, il le dit d'étudier le livre à fond, et ça, je suis tout à fait d'accord. Il ne suffit pas de le lire une dizaine de fois. C'est pas assez clair pour moi. Il faut vraiment lire et appliquer, hein. C'est pour ça qu'il faut reprendre un chapitre par cas, le mettre en pratique, et une fois que c'est maîtrisé, passer au prochain principe. Donc il y a 12,5 principes dans ce livre, et c'est vraiment, je vous garantis, c'est vraiment un excellent livre. Si vous voulez faire de la vente, c'est un livre à acheter. Alors il faut adapter, si vous êtes vendeur par internet plutôt que physique, mais globalement, quasiment tout s'adapte. Et c'est clair et net, les types qui mettent ça en pratique, ils décollent à fond, c'est sûr et certain, hein. Il n'y a rien à dire. Alors c'est pas aussi simple de tout faire à fur et à mesure, ça requiert beaucoup de travail, mais vous êtes sûr que vous allez gagner une fortune en mettant les principes en pratique. Donc c'est un livre à lire, à relire, à mettre en pratique. Le petit livre rouge de la vente. De même, effectivement, Réfléchissez et devenir riche, c'est vraiment un excellent livre de Napoléon. C'est un livre que j'ai adoré, notamment son histoire d'autosuggestion. Ça m'a vraiment bluffé ce truc. Alors certains, ils sont complètement contre ça. Moi, je pense que si, c'est vraiment excellent de fait de se dire, tiens, on peut parler avec son subconscient. J'ai trouvé ça trop génial, quoi. J'étais sur le cul quand j'ai lu ça. J'étais assez étonné. Et le secret que je n'avais pas tout à fait trouvé, moi je pensais c'était la confiance en soi. Et c'est pour ça que c'est un livre que j'adore, parce que le but de Napoléon, c'était de faire réfléchir la personne pour trouver c'est quoi le fameux secret, et non de le dire comme ça en direct, hein. Il y a beaucoup d'auteurs qui ont fait ça, et moi j'aime pas ça du tout, parce que ça change pas la vie de la personne. Il faut que la personne elle arrive vraiment à saisir le truc. Alors si tu le dis direct, ça change pas la vie de la personne. Bon, il faut en faire une conclusion pour que ça marche. C'est pour ça que j'adore le livre de Hill, de Napoléon Hill. C'est parce que voilà, il faut arriver à en faire la conclusion, trouver le truc. Et son livre était donc vraiment excellent. Et bien sûr, lire comment se faire des amis et mettre en pratique. Il existe en audio. C'est un livre que j'adore bien écouter. Je réécoute d'ailleurs en ce moment. Depuis que j'ai lu ce petit livre rouge de la vente, je suis en train de réécouter. Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai remis, que j'ai réoublié, que j'ai pas mis assez en pratique et tout, et il faudrait vraiment que je change. Alors moi j'ai recommencé par ça,
par comment se faire des amis. Et je me suis dit, bon, au lieu de lire un chapitre par jour pendant 15 jours, enfin un chapitre par jour et le faire pendant un an, je me suis dit, bon, moi ce que je vais faire, c'est que sur ces différents principes, je me suis dit, voilà, je vais lire seulement un seul principe et je vais continuer de l'écouter en boucle jusqu'à ce que je l'ai maîtrisé. Alors, tous les jours, j'écoute un principe de comment se faire des amis. Hein. On peut lire un chapitre, comment se faire des amis. Et je me suis dit, bon, je vais écouter ça jusqu'à ce que je remarque que j'ai vraiment appliqué le principe, que je ne fais plus l'erreur. Parce que ça m'arrive souvent de faire l'erreur. Et je vais continuer tout le temps, jusqu'à ce que je maîtrise ça. Et après, je vais reprendre d'autres trucs que je n'avais pas bien encore assimilés, qui vont toujours pas. Des choses qui m'empêchent d'atteindre l'objectif que je veux. Et pour vous, c'est pareil. Si vous n'avez pas ce que vous voulez, le problème, il est avant tout dans votre tête, dans votre attitude, dans votre esprit mental, dans votre mindset. Il faut changer des choses dans le mindset, dans votre mindset, pour arriver à obtenir ce que vous voulez. Si d'autres arrivent à le faire facilement, c'est parce que leur état d'esprit est différent. Et vous devez adopter le même état d'esprit. Hein. Donc, si un type X ou Y a pu obtenir ce que vous voulez et que vous ne l'avez pas, bah, étudiez cette personne, comprenez comment il a fait quel mindset il a pour atteindre cet objectif. Et quand vous avez compris quel mindset il a, il faut que vous faites la même chose et alors vous obtiendrez évidemment la même chose. Si vous n'avez pas actuellement directement, c'est parce que votre mindset n'est pas bon, il faut changer. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un fameux pouce bleu. De l'amour, ça fait toujours plaisir. Partagez la vidéo si ça vous a plu pour que ça puisse aider d'autres personnes. Mettez un commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu le livre, ce que vous en pensez. Je sais pas, parlez aussi des livres peut-être que vous avez lus vous, qui vous plaît, c'est toujours intéressant. Moi j'adore savoir les livres que les autres ont lus et les livres qui reviennent le plus souvent. Du coup je les passe en priorité à lire parce que je me dis tiens, ce livre-là il doit être vraiment génial et je passe en priorité par rapport d'autres. Donc je suis toujours intéressé par savoir ce que les autres ont lu comme un livre. Et sinon, pour ceux qui s'intéressent, sachez que je laisse une liste de plus de 70 sites pour faire de l'affiliation, pour gagner de l'argent en affiliation. En description, il suffit d'être inscrit à mon Messenger Facebook pour pouvoir l'avoir. Donc, ce sera donné en description en bas de la vidéo. Allez, bye bye, à la prochaine. C'était Sébastien Kennel.